Est-ce qu'il reste encore beaucoup de personnes qui doivent passer par la table de l'entrée? Pierre-Marc, dis-moi donc, est-ce qu'il reste beaucoup de gens qui doivent passer? 3? OK. Alors, on va commencer ça dans quelques minutes. Je vais laisser aux dernières personnes arriver le temps de régler les formalités, là. Alors, je voulais juste d'abord vous souhaiter la bienvenue à ce café du dimanche matin. Hein? Ouais, on est heureux d'être heureux. Alors, je suis très content de vous accueillir, évidemment. Ça me fait toujours du bien de revoir mon monde. Sortir du Parlement, sortir de la bulle parlementaire, c'est une nécessité. Et il n'y a rien comme retrouver les gens de son comté, en particulier les militants que vous êtes, pour retomber, je dirais, les deux pieds sur le terrain. Puis ça m'alimente, moi. J'ai besoin, à un moment donné, de parler au vrai monde, comme on dit, là, pour savoir un peu où on en est dans l'opinion. Moi, je vais chercher beaucoup de... j'apprends et je m'informe beaucoup à travers les conversations que j'ai avec les citoyens. Et vous, de façon générale, les militants du Parti québécois, vous êtes des gens qui suivez l'actualité, qui êtes bien informés. Alors, évidemment, le point de vue que vous me transmettez, les commentaires que vous me faites, en général, ils sont éclairés. Ils sont éclairés par l'information parce que plusieurs d'entre vous déjà m'avaient fait référence à certaines entrevues que j'ai faites ces derniers jours. Alors, vous suivez l'actualité, puis les commentaires que vous me faites, ça m'alimente, ça m'aide à me situer un peu par rapport à l'opinion, voir un peu comment avancent les idées, comment progressent les idées, où en est le débat dans l'opinion publique. Ce que je vous propose ce matin, je vais vous représenter la charte. Je vais le faire d'une façon assez succincte, ne vous en faites pas, parce que je sais, comme je viens de le dire, que plusieurs d'entre vous la connaissez déjà très bien. Mais je me rends compte, à toutes les fois que je la présente, je me rends compte qu'il y a des choses qui s'éclaircissent. Et le fait de mettre la table comme ça me donne une espèce de partance à partir de laquelle, par la suite, on va pouvoir discuter. Je veux juste vous dire, je veux que les règles du jeu soient bien claires. Cette assemblée, elle est publique, donc elle est ouverte à tous et à toutes, et elle est ouverte donc aux gens de la presse. Donc, il y a des représentants des médias qui sont ici. À partir du moment où vous êtes dans une assemblée publique et vous savez qu'il y a des journalistes, vous devez assumer le fait que les commentaires que vous ferez pourraient être rapportés par les médias. Et je veux juste que ce soit bien clair. Vous ne pouvez pas arriver et dire « Ah ben, il y a un petit bout de ce que j'ai dit qui a été rapporté, je ne suis pas d'accord, je pensais que c'était une assemblée entre nous. » Non, c'est une assemblée publique. Et à partir du moment où les journalistes sont ici, ben, ils ont le droit de rapporter ce que vous dites, y compris les commentaires que vous ferez dans vos questions. Alors, tenez-vous là pour dit. Donc, si vous me le permettez, je vais enchaîner immédiatement avec la présentation. Et par la suite, on pourra discuter. Je vais évidemment ouvrir l'Assemblée à une belle période des questions, à une bonne période d'échange. Alors, allons-y. La Charte des valeurs, donc. 5 grandes orientations. La première, on modifie la Charte des droits et libertés du Québec pour y apporter essentiellement 2 grands changements. Le premier changement que nous apportons, c'est que nous inscrivons pour la première fois dans l'histoire les principes de laïcité, de neutralité religieuse de l'État et de séparation des religions et de l'État. Croyez-le ou non, ce n'est inscrit nulle part dans nos textes législatifs actuellement et encore moins dans la Charte des droits et libertés. Le très grand avantage de faire cela, c'est qu'à partir du moment où la laïcité des institutions publiques, la neutralité religieuse de l'État et la séparation des religions et de l'État est inscrite, elles doivent, ces principes-là, ces valeurs-là, doivent être prises en compte par les tribunaux lorsqu'ils seront appelés, une fois la loi votée, à se prononcer sur des questions justement qui touchent notamment les enjeux d'accommodement.
Alors, ça donne aux tribunaux des balises qu'ils n'ont pas présentement. Et d'ailleurs, ça, c'est une des choses, une des réactions que j'ai eues à la suite des commentaires qui ont été rendus publics par la Commission des droits de la personne. La Commission des droits a fait des commentaires sur la Charte à partir de la Charte actuelle des droits et libertés. Mais ils n'ont pas tenu compte, dans l'avis qu'ils ont donné, en fait, ce n'est même pas un avis parce que ce n'est pas encore un projet de loi, mais dans les commentaires qu'ils ont rendus publics, la Commission des droits de la personne n'a pas tenu compte du fait qu'on amendait la Charte des droits et libertés pour y inscrire la laïcité, la neutralité religieuse de l'État et la séparation des religions et de l'État. Par ailleurs, on inscrit également dans la Charte le fait que ces trois grands principes, laïcité, neutralité, séparation, vont devoir, dans leur application, tenir compte du patrimoine historique du Québec. Et ça aussi, c'est un gain important. C'est une avancée importante. Parce qu'on dit, encore une fois, non seulement aux tribunaux, mais on se dit comme société également, parce que la Charte des droits et libertés, c'est un document fondamental, c'est un document fondateur, ça, dans la vie d'une société. Et donc, on dit, à l'avenir, quand on va interpréter la Charte, à la lumière des trois grands principes, il va falloir tenir compte aussi du patrimoine historique du Québec. Et ça, c'est une valeur qui est également très importante dans ce que nous proposons. Parce qu'on veut envoyer un signal clair aux Québécois que la construction de la société québécoise, maintenant et pour l'avenir, doit tenir compte du parcours historique que nous avons vécu. Le Québec n'est pas une page blanche. Hein? On est là depuis... Enfin, les Premières Nations étaient là. Puis par la suite, les Français sont arrivés. Champlain a fondé Québec en 1608 et il y a toute cette histoire qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Alors, il faut, dans les choix collectifs que nous faisons pour maintenant et pour demain, ne jamais oublier ce qui nous a précédés. Il faut le faire dans une espèce de continuité historique. Et c'est ça qu'on envoie comme message quand on dit que le patrimoine historique doit être pris en compte et, on ne fait pas juste le dire, on l'inscrit dans la Charte des droits et libertés. L'autre chose également, l'autre grand changement qu'on apporte à la Charte des droits et libertés, c'est qu'on va finalement inscrire dans la Charte les grandes balises qui vont nous guider collectivement quand on nous demandera, quand des demandes d'accommodement, particulièrement religieux, seront formulées. Peu importe où, d'ailleurs, dans la société. Les balises, là, elles s'appliquent pour 3 des 4 à l'ensemble des demandes d'accommodement qui seront faites à l'avenir, là. Hein, les quatre grands tests, là, parce que, dans le fond, moi, pour vulgariser, j'ai résumé ça par 4 grands tests. J'ai dit, dorénavant, dans la Charte québécoise des droits et libertés, on inscrira les 4 grands tests qu'une demande d'accommodement devra franchir. Alors, le premier test qu'une demande d'accommodement devra franchir, c'est le test de la discrimination. La personne qui demande un accommodement doit vivre une discrimination, doit vivre une atteinte à ses droits pour demander un accommodement. Pour que l'accommodement soit recevable, il faut que la personne qui le demande, cet accommodement, subisse une discrimination. S'il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas lieu d'accommoder. Alors, on l'inscrit dans la Charte, finalement. On définit, dans le fond, ce qu'est un accommodement. Et ça, je pense que ça va nous aider dans les décisions qu'on aura à prendre à l'avenir, mais ça a une vertu pédagogique également très importante. Alors, c'est comme si, dans le fond, on inscrivait dans la Charte le manuel, le guide d'emploi. Le guide d'emploi en matière d'accommodement. Alors, on dit à l'ensemble de la société québécoise, dorénavant, on aura un guide et on va le suivre. Alors, le premier test, la première question que vous devrez vous poser, que vous soyez dans un hôpital, dans un organisme communautaire, dans une commission scolaire, dans une entreprise, est-ce que la personne qui vous demande l'accommodement subit une discrimination? Si c'est possible qu'elle subisse une discrimination. Alors là, on passe au deuxième test. Le deuxième test, c'est celui de l'égalité homme-femme. Ce n'est pas banal qu'on le place à cet endroit-là. Parce que le message très clair qu'on envoie, c'est de dire l'égalité homme-femme au Québec est non négociable. À l'avenir, aucun accommodement
ne sera accordé s'il ne respecte pas l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, on élève, si vous me permettez, l'égalité homme-femme au niveau d'une valeur, je dirais, suprême. Ça devient une valeur collective primordiale. Et ça, c'est un choix de société que nous faisons. La Commission des droits de la personne n'est pas d'accord là-dessus. La Commission des droits a dit tous les droits sont égaux, vous n'avez pas besoin de privilégier ou de donner à l'égalité homme-femme une importance prépondérante ou déterminante. Et moi, j'ai répondu à ça, j'ai dit, écoutez, si les Québécois et les Québécoises décident que l'égalité homme-femme doit devenir un critère déterminant dans l'évaluation des accommodements, c'est un choix collectif qui nous appartient. On a le droit de le décider si c'est ce que nous voulons. Et c'est ce que nous proposons. Nous le proposons. Alors, je respecte le point de vue, évidemment, de la Commission des droits. Elle joue un rôle extrêmement important, un rôle essentiel dans notre vie démocratique. Mais on peut, comme société, on peut, comme démocratie, faire des choix. Hein? C'est à ça que ça sert, à un moment donné, là, de débattre. C'est à ça que ça sert de donner aux citoyens le dernier mot. C'est à ça que ça sert d'avoir des parlementaires qui siègent dans un parlement à un moment donné. Ça sert à exprimer des choix et à faire des choix. Alors, le choix que nous proposons aux Québécois et aux Québécoises, c'est de dire, bien, dorénavant, l'égalité homme-femme devient un critère déterminant, non négociable dans toute demande d'accommodement. C'est ce que nous proposons aux Québécois. Et on propose de l'inscrire. Le troisième test, c'est le test de la raisonnabilité. Alors, c'est les critères de contrainte excessive. Alors, l'accommodement, est-ce qu'il est raisonnable? Est-ce qu'il est raisonnable? Est-ce qu'il respecte les droits d'autrui? On ne veut pas régler une iniquité que vivrait quelqu'un en créant une iniquité ou une injustice pour les autres autour de lui ou autour d'elle. Les collègues de travail, par exemple. Tu ne veux pas régler un problème et en créer un autre pour les autres. Est-ce que le bon fonctionnement de l'organisation est assuré? En d'autres mots, est-ce que la demande d'accommodement est gérable à l'interne? Ensuite de ça, il y a le coût. Est-ce que la personne qui demande un accommodement doit être satisfaite à la lumière des coûts qu'entraînera la demande d'accommodement? Alors, est-ce que la garderie, le cégep, l'université, l'hôpital a les moyens matériels et financiers pour l'accommoder? C'est un critère également. Et la santé et la sécurité, évidemment. Tu ne veux pas donner un accommodement qui remettra en question la santé et la sécurité de la personne qui demande l'accommodement ou des personnes qui travaillent avec lui ou avec elle. Alors, ces critères de contrainte excessive, c'est vrai qu'elles existent déjà. Elles existent dans les jugements qui ont été rendus par les tribunaux depuis plusieurs années déjà. Mais nulle part, ces critères de contrainte excessive ne sont-ils inscrits et codifiés dans un document officiel. Et quand les gestionnaires, par exemple, de commissions scolaires, les professeurs, les représentants, les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, quand les personnes, bref, qui sont confrontées à des demandes d'accommodement, nous disent « c'est pas clair », bien, ils disent que c'est pas clair parce que, dans le fond, les critères de contrainte excessive, les critères, appelons-les de raisonnabilité, sont éparpillés dans toutes sortes de jugements, mais ils ne peuvent pas se promener, les gestionnaires, avec la pile des jugements de la Cour suprême, puis de la Cour supérieure, puis de la Cour d'appel, pour aller fouiller là-dedans, pour essayer de trouver la réponse à la demande d'accommodement qui leur est faite. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se saisit de ces critères de contrainte excessive qui existent dans plusieurs jugements, qui font consensus au sein de la communauté juridique, on les codifie et on les inscrit dans la Charte des droits et libertés, de telle façon qu'à l'avenir, quand quelqu'un se fera demander une demande d'accommodement, il pourra se référer à ce document fondamental. Et on va s'inspirer de ce document fondamental pour se donner dans chaque organisme, dans chaque ministère, une politique interne, des règles internes qui vont s'inspirer de cette espèce de mode d'emploi pour gérer les demandes d'accommodement à l'avenir. Et le quatrième critère qu'on inscrit dans la Charte, celui-là, alors les trois premiers, là, le test de la discrimination, de l'égalité homme-femme et de la raisonnabilité, il s'applique à toutes les demandes d'accommodement dans toute la société québécoise. Le jour où la loi est votée, ça s'applique partout. Le quatrième critère, le quatrième test, ne s'applique qu'aux demandes d'accommodement dans le secteur public. Et c'est le test de la neutralité religieuse de l'État.
Alors, si tu demandes un accommodement à un cégep, à une université, à un ministère, peu importe, un organisme public, il doit respecter la neutralité religieuse de l'État. Alors ça, c'est la première orientation. Elle est déjà très costaude. Vous avez vu le temps que j'ai mis à vous l'expliquer. C'est un changement très, très important, ça. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? On introduit dans la charte des contrepoids. On introduit dans la charte des droits et libertés des contrepoids qui n'existent pas présentement. Deuxième orientation, on crée un devoir de réserve et de neutralité religieuse pour le personnel de l'État sur les heures de travail. Alors ça, c'est très important. Sur les heures de travail. On a de la relève, c'est bon ça. Les gens me disent parfois, vous ne trouvez pas que vous allez trop loin? Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup demandé ce que vous proposez? Et moi, je dis non, c'est pas beaucoup, c'est pas trop demandé, puis c'est parfaitement raisonnable. C'est juste ce que nous proposons. Parce qu'on se limite au cadre de l'État. Les Français sont allés beaucoup plus loin. Eux, sont allés dans l'espace public. Ils ont interdit le voile intégral dans l'espace public. Nous, on ne va pas là. On reste à l'intérieur de l'État. Les Français ont dit le voile devrait être interdit, le port de signes ostentatoires, en fait, devrait être interdit pour les écolières dans les écoles publiques. Ben, les écoliers, les écolières, mais bon, ça touchait surtout des jeunes filles. Nous, on ne va pas là. On reste sur le... On délimite l'application de la charte au seul domaine de l'État et à ceux et celles qui y travaillent. Et on dit ce que nous demandons, le devoir de réserve et de neutralité que nous proposons, il ne s'applique que pour ceux et celles qui travaillent pour l'État pendant les heures de travail, bien entendu. C'est pour ça que parfois, quand je rencontre des personnes de la communauté musulmane, par exemple, je fais beaucoup valoir cet argument-là. Je leur dis, écoutez, je comprends je comprends l'effort que je vous demande. Je le comprends, ça. Mais ce que je vous demande, c'est au nom d'un principe, au nom du principe d'égalité et au nom du respect pour tous vos concitoyens, de garder pour vous vos convictions religieuses pendant les heures de travail. C'est correct. Ça m'est déjà arrivé en ondes, ça, moi. Fait que, depuis ce temps-là, je suis très compréhensif. Mais peut-être que les autres, vous pourriez le mettre en mode vibration, par exemple. D'ailleurs, ça pourrait m'inclure, ça serait une bonne idée. Alors donc, je disais que ce devoir de neutralité, ce devoir de réserve, il est bien balisé. Et il s'inspire directement du devoir de neutralité politique qui existe déjà pour la fonction publique. Vous savez que dans la loi sur la fonction publique, on dit déjà pour tous ceux et celles qui travaillent dans un ministère ou dans un organisme public, vous avez un devoir de réserve, vous avez un devoir de neutralité sur le plan politique. Alors, dans le fond, on dit, si c'est bon pour la conviction politique et son expression externe, sa manifestation extérieure, l'apparence, donc, c'est bon également pour la neutralité religieuse. Et si on est pour la neutralité religieuse, puis qu'on trouve que ça a du bon sens, on devrait être conséquent et dire, la neutralité politique interdit les signes politiques, la neutralité religieuse devrait interdire également les signes religieux. Ça m'amène, bien entendu, à la troisième orientation, interdire les signes religieux ostentatoires pour le personnel de l'État sur les heures de travail. Alors, il n'y a aucune exception pour tout le personnel des ministères, des sociétés d'État, les écoles primaires et secondaires publiques, les CPE, les garderies privées subventionnées, les juges, les policiers, les agents correctionnels, les procureurs. Si la loi est votée, ils devraient renoncer d'emblée
à leurs signes religieux, au nom de la neutralité religieuse, justement. Pour ce qui est des cégeps, des universités, des établissements de santé et des municipalités, on a proposé dans le projet de charte un droit de retrait renouvelable, droit de retrait d'un maximum de 5 ans renouvelable, pour leur donner le temps de s'ajuster, pour leur donner le temps de faire la transition. Tout en précisant, je me suis empressé de le faire dès le jour 1, tout en précisant que cette clause de retrait ne devait pas servir aux établissements pour s'exclure systématiquement de l'application de la charte, pour sortir de la charte. Bon. Et là, on a vu dans les jours qui ont suivi le dépôt de la charte qu'il y a plusieurs groupes, plusieurs représentants de plusieurs institutions qui ont dit, ben nous, on veut même pas y réfléchir, on veut même pas envisager, considérer, analyser cette proposition de charte, ça ne nous intéresse pas, on vous le dit tout de suite, on va sortir. Alors, on a pris note de ça, évidemment. Et là, ben, je vous dirais qu'on a commencé à réfléchir à ce moment-là. Est-ce que la clause de retrait est partie pour atteindre les objectifs qu'on s'était donnés, c'est-à-dire transition sans pour autant, sans exclusion systématique, je dirais, du cadre? Alors, la réflexion a commencé à ce moment-là, et je dois vous dire que il y a eu au-dessus de 25 000 personnes, vous savez, qui nous ont écrit sur le site nosvaleurs.gouv.qc.ca. 25 000 personnes, c'est une participation citoyenne exceptionnelle, ça. Dans l'histoire du Québec, là, l'histoire moderne du Québec, là, ça ne s'est jamais vu, ça. Là. Il y a eu des consultations par Internet, mais sur cette échelle, il n'y a même pas de comparaison possible. Là. On est vraiment dans une classe à part, là, avec autant de participation citoyenne. Là. Il y a eu plus de 160 000 visites de personnes différentes, là, 160 000 visiteurs différents qui sont allés s'informer sur le site nosvaleurs.gouv.qc.ca. Là. On le sait parce que c'est des adresses IP différentes, c'est des ordinateurs différents, si vous voulez. Alors, ça, c'est la preuve que ce débat-là, les Québécois se le sont appropriés, ça les intéresse, puis vous le sentez de toute façon autour de vous. Pas mal de monde parle de la charte, dans les maisons, chez les amis, sur les lieux du travail. Puis moi, je suis très heureux de ça, soit dit en passant. Je suis très heureux qu'on ait finalement ce débat au Québec. Puis je vais vous dire, le nombre de personnes qui m'abordent en me disant « Merci. Merci de nous permettre d'avoir cette discussion-là. » Il y en a presque autant qui me disent ça que de personnes qui me disent « Lâchez pas, enfin, on est avec vous. Il ne faut pas lâcher. » Mais je dirais, ça, c'est la première catégorie, là. Alors, la première catégorie de commentaires, c'est ça. Lâchez pas, enfin. Puis la deuxième catégorie, c'est des gens qui viennent me dire merci. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord, ça. Mais ils sont heureux qu'on ait une discussion qui, pour l'essentiel, se déroule bien sur ce qu'on veut comme société. C'est ça qu'on est en train de décider. On est en train de décider dans quel Québec voulons-nous vivre pour maintenant et pour l'avenir. C'est pas banal, ce qu'on est en train de faire, là. C'est pour ça que moi, je l'inscris souvent dans le prolongement des grands choix collectifs qu'on a faits. Oui, ça s'inscrit dans le choix des années 60 de laïciser l'État québécois. Puis ça s'inscrit également dans la continuité d'un autre grand choix collectif qu'on a fait il y a 40 ans autour de la langue française. Il y a 40 ans, on a décidé de se donner une langue commune. Au terme d'un débat, soit dit en passant, qui ressemble étrangement au débat qu'on a aujourd'hui. Moi, je vais vous dire, j'ai fait l'exercice, je me suis amusé. J'ai demandé à mon équipe, sortez-moi la revue de presse de 77, le dépôt du livre blanc de Camille Lorrain, puis le suivi du dépôt du projet de loi, là. Puis je vous le dis, là, tu lis les manchettes, puis ça ressemble vraiment beaucoup, beaucoup à ce qu'on entend aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, l'adoption de la loi 101, là. Puis Camille Lorrain, René Lévesque, le Parti québécois, puis le Québec, de façon générale, on s'est fait traiter de tous les noms, là. Un peu comme ça se produit aujourd'hui, dans certains coins, en tout cas. Puis, le gouvernement de René Lévesque a maintenu le cap. Puis aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui remette en question la loi 101. Hein. C'est devenu très consensuel, la loi 101. Là.
le Québec accepte maintenant que c'était une bonne chose, qu'il fallait se donner ce cadre-là, que c'était nécessaire. C'est devenu... même les libéraux ont voté contre la loi 101, on l'oublie souvent. Ils ont combattu la loi 101, les libéraux. Aujourd'hui, ils se sont ralliés à la loi 101. Moi, je pense que dans quelques années d'ici, si on réussit à faire voter la Charte des valeurs québécoises, je pense qu'on sera au même point dans quelques années d'ici. On va se féliciter de l'avoir fait. Et la conclusion à laquelle on en viendra à ce moment-là, ce sera la même conclusion que celle à laquelle on en vient aujourd'hui concernant la loi 101. Ce sera une loi qui aura clarifié les règles du jeu et qui aura permis qui aura été une source d'harmonie et de cohésion au sein de la société québécoise. Et ça, c'est très important, ce que je vous dis là. Parce que moi, je chemine aussi là-dedans. Hein. Je me suis préparé à ce débat-là. Tu sais, j'ai fait mes arbitrages internes. Moi, là. Tu ne te lances pas dans une bataille comme celle-là sans avoir des longs moments de réflexion. Là. Hein? On se comprend, hein? Tu réfléchis, là, puis tu te demandes, OK, faut que tu trouves... tu sais, ça nous confronte tous à nos convictions profondes, hein, cette charte-là. Hein? Ça nous confronte tous à notre conception de la vie en société, du rôle de l'État. Ça nous confronte aux règles qui doivent nous gouverner. Ça nous oblige à nous poser la question de l'équilibre entre les droits individuels et les valeurs communes. Et donc, moi, j'ai fait ce parcours-là, et je trouve que l'une des plus belles choses de cette charte-là, c'est qu'elle établit un équilibre entre les droits individuels et les valeurs communes. On a un peu perdu ce bout-là. Hein? La dimension collective du débat, là, elle a été un petit peu beaucoup mise de côté là, ces dernières années. Là. Et moi, je trouve qu'à travers cette charte-là, qu'est-ce que l'on dit? On dit une société est faite d'individus dont les droits doivent être protégés, mais une société, c'est également plus que l'addition des personnes qui la composent. Il faut qu'à un moment donné, au sein d'une même société, on s'entende sur un certain nombre de choses qui nous rassemblent. Oui, nos différences individuelles sont importantes et nos droits individuels doivent être protégés. Mais à un moment donné, il faut se demander également, au-delà de nos différences individuelles, de nos différences religieuses notamment, qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous réunit? Qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce qui fait qu'on est une société? Qu'est-ce qui fait qu'on est une nation? Qu'est-ce qui fait qu'on est Québécois? Et c'est ça qu'on est en train de décider aujourd'hui. On est en train de déterminer c'est quoi le ciment qui nous unit. On en a déjà fait un bout avec la laïcisation qu'on a amorcée dans les années 60. On en a fait un bout quand on a décidé que le français serait notre langue commune. Aujourd'hui, on fait un autre bout. On rajoute une couche de ciment. On bâtit nos fondations, les fondations communes de notre vie comme société. Alors, on transcende la dimension individuelle pour se poser la question, qu'est-ce qu'on veut comme pays, comme nation, comme société? Qu'est-ce qu'on veut comme communauté? Quelles sont les règles, les valeurs qui sont non négociables et que nous voulons affirmer comme Québécois? Alors, je reviens à mon orientation 3. Je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui ne sont pas à l'aise avec la clause de retrait parce qu'ils craignent justement cette exclusion systématique. Je l'ai dit, je le redis, cette question-là occupe une place importante des réflexions que nous menons présentement et qui vont déboucher sur le dépôt du projet de loi. Je veux juste que vous soyez conscients de ça. Je sais que certains d'entre vous avaient écrit sur le site et d'autres ont soulevé d'autres points.
mais je vous dirais les 2 points, les principales objections qui ont été soulevées, c'est la clause de retrait et c'est le crucifix. C'est les 2 points. Les 2 objections principales qui ont été soulevées. Alors moi, je me suis engagé, on s'est engagé comme gouvernement à réfléchir, à tenir en ligne de compte, à prendre en ligne de compte, dis-je bien, les suggestions, les commentaires que les gens allaient nous faire. On est là-dedans. On est là-dedans. 4e orientation, rendre obligatoire le visage à découvert lorsqu'on donne ou reçoit un service de l'État. C'est une mesure qui est essentiellement acceptée par tous maintenant. Tous les partis politiques sont d'accord. Par contre, je tiens à le souligner, ça vous donne un peu une idée de la différence de modèle de laïcité ou de neutralité qui sépare la proposition du gouvernement et la conception de la Commission des droits. La Commission des droits, il y a 2 ans de ça, quand le projet de loi 94 des libéraux a été déposé, projet de loi qui proposait de rendre obligatoire le visage à découvert, la Commission des droits était contre. Elle a exprimé un malaise là-dessus. C'est le mot qu'elle a utilisé. Elle a un malaise. Elle avait un malaise sur la... Alors, encore une fois, moi, je respecte la Commission des droits, mais vous voyez que leur conception de la place du religieux au sein de l'État est profondément différente de la conception qui sous-tend notre proposition, là, qui sous-tend le modèle de neutralité ou de laïcité que nous proposons. Alors, sur le visage à découvert, c'est une mesure qui est très consensuelle, ce qui nous amène à la 5e, établir une politique de mise en œuvre pour gérer les demandes d'accommodement et assurer la neutralité de l'État. Je fais le lien avec ce que je vous ai dit ici. Les grands principes sont dans la charte. Maintenant, il faut s'assurer que ces grands principes se traduisent par des politiques dans les établissements, dans les ministères. Alors, une fois qu'on aura voté la loi, si on en vient là, et souhaitons qu'on en vienne là, bien, à un moment donné, une fois que la loi sera votée, chaque ministre de la Santé, par exemple, le ministre de l'Enseignement supérieur, de qui relèvent les cégeps, les universités, va devoir s'asseoir avec son réseau et déterminer, à partir de ces principes-là, quelles sont les règles qui vont gouverner dorénavant les demandes, quelles sont les règles internes qu'on va se donner comme réseau, comme ministère, pour recevoir puis analyser les demandes d'accommodement. Alors ça, c'est un exemple de politique de mise en œuvre pour gérer les demandes d'accommodement qui est prévu dans l'orientation 5. Dans l'orientation 5 aussi, on règle, en tout cas, on propose des critères d'équité pour la question des congés religieux. Vous savez que c'est une question qui suscite énormément de frustration, notamment dans les commissions scolaires. Des enseignants, par exemple, ont droit à tous les congés fériés payés, puis ils ont droit à des congés religieux supplémentaires. Alors, on va établir, à travers l'orientation 5, des critères d'équité qui pourraient, par exemple, je ne vous dis pas que ça va être ça, mais ça pourrait amener les commissions scolaires à dire, bon, mais dorénavant, quand vous me demandez un congé religieux payé, vous allez devoir le prendre à l'intérieur de votre banque de congés personnels. Alors, tout le monde sera sur le même pied d'égalité à ce moment-là. On veut également, à travers l'orientation 5, établir un certain nombre de principes en ce qui a trait à l'éducation publique, à l'enseignement dans les écoles publiques. Il y a quelques années de ça, vous vous en rappelez peut-être, il y a une jeune fille, je pense qu'elle était à la maternelle ou en garderie, mais je pense que c'était la maternelle, à qui on lui a mis un casque anti-bruit sur les oreilles pour pas qu'elle entende la musique dans la classe, parce que, soi-disant que sa religion lui interdisait d'écouter de la musique. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut, à un moment donné, que l'école, il faut que la mission de l'école soit respectée. Si on a un enfant dans une classe, c'est pour qu'il apprenne, c'est pour qu'elle apprenne, c'est pour l'exposer aux valeurs qui sont transmises dans la classe, c'est pour lui permettre de socialiser. Et on ne peut pas commencer à tailler le mandat de la classe ou demander à l'enseignant d'empêcher un enfant d'écouter de la musique parce que ce serait soi-disant contre sa religion. Il faut à un moment donné que les règles soient beaucoup plus claires. Pour éviter des cas comme ceux-là, on les prévoit, ces règles-là, dans l'orientation 5 et ils vont se traduire donc dans le projet de loi. Parce que dans le fond, ce que je suis en train de vous dire, là, tout ce qu'on met ici, là,
avec la réserve qu'il y aura des ajustements à la suite de la consultation. Mais pour l'essentiel, tout ce que je vous dis ici, tout ce que je vous présente ici, c'est ce qu'on est en train de traduire dans le projet de loi, là. C'est ce qu'on est en train d'écrire, article par article. C'est là-dessus qu'on est, là. C'est là-dessus qu'on travaille, là, présentement. Là. Alors, voilà en gros où on en est. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui souhaiteriez savoir quand ce sera déposé. La réponse courte, c'est que je ne le sais pas. Mais l'engagement que nous avons pris, c'est que le projet de loi serait déposé cet automne, et c'est un engagement que nous avons l'intention de respecter. Donc, le projet de loi sera déposé cet automne. Et la Chambre siège jusqu'au début décembre. Alors, pour pouvoir le déposer, il faut que la Chambre siège. Alors, il faut que ce soit avant le début décembre. J'ai le goût de vous dire le plus tôt possible, puis en même temps, je me garde d'aller trop loin parce que je veux quand même prendre le temps de bien faire les choses. C'est un document qui est trop important pour le bousculer. Alors, on va faire les choses correctement. Mais je vais conclure là-dessus. Nous avons pris un engagement comme parti lorsque l'élection a eu lieu il y a un petit peu plus d'1 an de ça. Mme Marois a réitéré cet engagement au moment du discours inaugural. Elle m'a confié le dossier et nous allons respecter l'engagement que nous avons pris. Et donc, le projet de loi va refléter l'engagement que nous avons pris. Là. On s'entend, là. Une fois qu'on aura déposé le projet de loi, il y aura des consultations parlementaires. Donc, les groupes viendront se prononcer les uns après les autres, les syndicats, les associations de ci, de ça, les établissements, etc., etc., les cégeps, les universités. Tout le monde va défiler pour venir donner sa position sur le projet de loi. Et par la suite, il y aura, normalement, il y aura des discussions avec les autres partis politiques. Et là, ce sera intéressant de voir ce qui va se produire. Est-ce que le Parti libéral va bloquer systématiquement la charte à laquelle il s'oppose? Le Parti libéral, vous savez, propose aucune restriction en matière de port de signes religieux. Aucune. Ils sont en dessous de Bouchard-Taylor. Bouchard-Taylor disait on va encadrer le port des signes religieux pour les agents de l'État avec pouvoir contraignant. Les libéraux ne sont même pas là. Ils sont en dessous de ça. La CAQ, par contre, sont d'accord. Ils rajoutent les enseignants. Alors, c'est une base de discussion, je dirais, intéressante. Alors, il va falloir, après ça, voir jusqu'où on peut aller avec eux. Mais je peux vous donner un engagement, moi, sincère, là. Il faut être ouvert au compromis, mais pas au prix de vider de sa substance la charte. On se comprend, là. À un moment donné, nous, on pense que cette proposition-là, elle est juste et raisonnable, elle représente un bel équilibre entre les droits individuels et les valeurs communes. Alors, oui, il faut être ouvert à la discussion, mais à un moment donné, il y a une limite là, à reculer. Là. On ne peut pas, à un moment donné, il faut tout de même rester vrai. Puis si on croit dans nos principes, puis si on pense que cette charte-là a du bon sens, bien, il faut être prêt à la défendre. Puis moi, bien, je vais continuer à la défendre, comme je le fais aujourd'hui devant vous. Et puis, moi, je vous le dis, ça va bien. Dans l'ensemble, là, je vous le dis, ça va bien. Disons que la couverture médiatique n'a pas été facile. On s'entend là-dessus. Ça n'a pas été facile. Il y a des journées où on avait l'impression que c'était tout le Québec qui était contre la charte. Mais moi, je vais vous dire, là, ma conviction, moi, là, mon carburant là, pour continuer, là, journée après journée, là, c'est la conviction profonde que beaucoup, beaucoup de Québécois la veulent. Et beaucoup, beaucoup de Québécois nous appuient. Et ultimement, c'est ça qui va faire la différence. J'ai tout le respect du monde pour
les commentateurs, les éditorialistes, les chroniqueurs. J'ai beaucoup de respect. Ils ont un rôle essentiel à jouer en démocratie. Mais ultimement, c'est nous, les citoyens, qui allons déterminer, qui allons décider du sort de cette charte. À travers nos élus, bien entendu, au Parlement. Et on verra pour ce qui est du reste. On est un gouvernement minoritaire, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, moi, je vous le dis, j'ai aucune idée. Demandez-moi pas si je pense qu'il va y avoir une élection, j'en ai aucune idée. Je ne le sais pas. C'est Pauline qui va décider ça. Et puis, je veux dire, c'est pas une décision facile, là, on s'entend, hein? Mais peu importe la décision qu'elle prendra, on va l'appuyer. On va l'appuyer. Puis je vais vous dire, jusqu'à maintenant, là, malgré là, tous les coups de butoir que ce projet-là a pu recevoir, là, la cohésion à l'interne, là, puis la solidarité de l'équipe là, ministérielle, là, puis des députés du Parti québécois, là, elle est sans faille. On est solide. On est ensemble. On se serre les coudes. Je sens la même chose chez vous, les militants. Puis je veux vous en remercier. Je veux vous redire à nouveau à quel point vous êtes important pour nous. Si ce n'était pas de vous, je ne serais pas là. Si ce n'était pas de vous, je ne serais pas là. Et vous y êtes pour les mêmes raisons que moi. On y est parce qu'on aime profondément le Québec, parce qu'on croit en notre société. Puis ce qu'on est en train de décider, là, c'est fondamental pour l'avenir. Peu importe le projet collectif que nous déciderons de nous donner, si le fondement de notre vie collective, si les fondations de notre société sont solides, amenez-en des projets. Peu importe le projet, qu'il soit économique, qu'il soit politique, qu'il soit social, qu'il soit écologique, une société qui a les idées claires sur les règles de vie commune peut relever n'importe lequel défi collectif. Parce qu'ultimement, c'est la confiance qui fait la différence. La confiance, c'est la source indispensable, l'ingrédient essentiel de tous les projets collectifs, quels qu'ils soient. Politique, économique, écologiste, social, culturel, nommez-les. Alors, c'est ça qu'on est en train de faire actuellement. Merci, merci, merci. Oui, juste un petit peu de lait. Merci, c'est gentil. Merci, merci. Non, ça va, ça va. Merci beaucoup. Alors là, je vais prendre vos questions. Moi, je m'étais donné jusqu'à midi. Je ne sais pas pour vous autres. S'il y en a qui doivent partir plus tôt, pas de problème. On est tous des êtres libres. Mais moi, je m'étais donné jusqu'à midi. Là, fait qu'on a quand même un bon 45-50 minutes de discussion. On devrait être capable d'aborder quelques sujets. Alors là, j'aimerais avoir de l'aide, par contre, parce que je n'ai pas le goût de créer des impairs diplomatiques en identifiant mal les gens qui ont levé leurs mains. Alors, oui, alors, là, mon microphone... je ne sais pas s'il va se rendre jusqu'à vous, mais vous allez vous approcher. Approchez-vous, là. Mes félicitations pour le ton que vous utilisez quand vous défendez la charte. C'est toujours très calme, très posé, très respectueux. Et ça, c'est important. OK. On ne peut pas en dire autant de tous ceux qui interviennent sur le sujet. Vous avez parlé ce matin du fait qu'on ne voudrait pas interdire les signes religieux
c'est-à-dire on voudrait les interdire seulement durant les heures de travail. Et je pense que ça, c'est un point important à faire valoir, répéter, 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 parce que là, ce qu'on entend, c'est « Ah, vous voulez m'empêcher de pratiquer ma religion. » Et c'est pas ça du tout. Et le lien est trop facilement fait dans le public ou parmi ceux qui sont contre la charte. Donc, on veut empêcher les gens de vivre leur religion, alors que c'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a eu des études de fait, mais on entend dire que le port du voile, par exemple, c'est même pas nécessaire. Je veux dire, c'est pas prévu dans le Coran, c'est pas prévu dans l'islam. Alors, je ne sais pas si cette ligne-là, ce que vous appelez dans le terme journalistique une ligne, je ne sais pas si ça serait bon à exploiter. Dire que c'est pas vrai, c'est pas dans ces termes-là que vous le diriez, mais que c'est pas vrai que la religion ou l'islam ou n'importe quelle autre religion impose le port de tels signes ostentatoires. Alors, je ne sais pas si c'est bon, valable comme argument, mais ça pourrait peut-être être quelque chose. Merci. Alors, là-dessus, ma ligne, comme vous dites, c'est de dire que ce n'est pas à moi, comme ministre, de décider des raisons pour lesquelles quelqu'un porte un signe religieux. Je suis sûr qu'il y a des femmes qui portent le voile librement. Je suis certain de ça. Elles ont fait le choix de le porter et elles ont fait ce choix en toute liberté. Je sais aussi qu'il y en a certainement d'autres qui le portent parce qu'elles se sentent obligées de le porter. Mais ce n'est pas à moi de décider dans quelle catégorie l'une ou l'autre des personnes doit tomber. Là. Moi, je prends acte du débat. Il y a un débat, effectivement, puis vous avez raison de dire qu'il y a un débat également sur ça. Est-ce que effectivement les Écritures sacrées prévoient telle ou telle obligation? Moi, je dois vous dire, je ne suis pas théologien, puis disons que j'en ai déjà pas mal dans ma cour. Je vais observer ce débat-là, je l'observe, et puis Mais par contre, ce que je suis prêt à dire, et ça aussi je le dis assez souvent, il y a des femmes qui sont venues chez nous parce qu'elles fuyaient une conception intégriste de l'État qui prévoit que l'État et la religion ne font qu'un. Il y a des femmes qui ont quitté leur pays d'origine pour venir au Québec trouver ici un État neutre, un État neutre sur le plan religieux, parce qu'elles y voyaient une condition fondamentale de leur liberté et de l'égalité. C'est pour ça qu'on défend. S'il y avait un mot, là, s'il y a un mot que vous devez retenir là, ici, là, c'est le mot égalité. La neutralité religieuse, elle est source d'égalité. Pourquoi? Parce qu'elle prévoit, l'État qui est neutre dit à tous ses citoyens, peu importe ta religion, peu importe ta conviction religieuse, philosophique ou morale, tu es égal, à mes yeux, à toute autre personne qui pourrait avoir une autre conviction ou une autre religion. Donc, c'est l'égalité de toutes les religions et de toutes les convictions qui est garantie par un État qui est neutre. Et plus encore, c'est l'égalité de tous et de toutes. C'est l'égalité des religions, des convictions, mais c'est l'égalité également des citoyens qui adhèrent à ces convictions ou à ces religions. Et donc, il y a des personnes qui ont quitté leur pays pour trouver chez nous cet État qui est neutre, qui est garant d'égalité et qui est garant donc de liberté de conscience et de liberté de religion. Et nombre d'entre elles également sont venues chez nous pour trouver l'égalité comme femmes. Bon. Et donc, on parle beaucoup des personnes qui portent un signe, qui sont concernées par, en particulier, l'orientation 3. Mais moi, j'aimerais dire et redire que pour nombre de spécialistes, puis ça fait à peu près consensus, la vaste majorité des personnes de confession musulmane ne portent pas de signe religieux. Les spécialistes, en général, disent 80 80 des femmes, en particulier, de confession musulmane, ne portent pas de signe religieux. Plus encore, les Québécois de confession musulmane d'origine maghrébine
ne sont pas plus religieux que la majorité des Québécois, ne sont pas plus religieux que le reste des Québécois. Donc, il faut faire la part des choses là-dedans. Là. L'autre chose également qu'il faut dire, il y a déjà des cas de femmes qui portent le voile, qui le retirent lorsqu'elles sont en présence des enfants. On a quelques cas documentés comme ça. Et moi, je me fais un devoir de le dire quand je rencontre, par exemple, des femmes de confession musulmane, puis je leur demande de continuer à réfléchir, parce qu'évidemment, a priori, elles sont contre la charte, mais je leur dis, écoutez, on n'est pas encore prêt à voter la charte, là. Je vous demande de continuer à y réfléchir. Je leur explique le choix qu'on a fait dans les années 60. J'insiste sur le fait, écoutez, c'est un espace très, très précis dans la journée, les heures de travail, le reste du temps, ça vous appartient. Ce n'est pas à l'État de vous dire quoi que ce soit, mais quand vous entrez au service de l'État, vous êtes au service de vos concitoyens par respect pour ceux-ci. Pourriez-vous l'envisager à tout le moins? Réfléchissez-y. Vous nous demandez de nous mettre à votre place, mettez-vous également à la place des citoyens. Et je leur dis à ce moment-là, vous savez, il y a certaines femmes qui, comme vous, portent le voile, mais qui acceptent déjà, avant l'entrée en vigueur de quelque loi que ce soit, de le retirer lorsqu'elles sont en présence des enfants. Parce qu'elles acceptent la responsabilité qui vient avec le fait de travailler auprès des enfants. Et qui acceptent le fait donc qu'elles sont une figure qu'elles sont un modèle pour les enfants et qu'elles ont fait le choix librement de dire, bien, l'image que je veux envoyer à ces enfants-là, ce n'est pas une image religieuse. C'est une image neutre. Alors, ça ressemble un petit peu à ça, hein, les discussions que j'ai avec les femmes qui portent le voile et que j'ai rencontrées à plusieurs occasions. Prochaine question. Un gros merci qu'on ait pu faire le débat. C'est déjà bien, mais ça aurait dû se faire depuis longtemps. Moi, j'ai un problème avec le retrait. Énormément au niveau liberté, au niveau démocratie. Moi, je crois qu'à quelque part, il ne devrait même pas l'en avoir. C'est clair dans mon esprit. Ça va de soi. On se dote d'un pays, on se dote d'une structure au lieu d'individuel, de collectif. Bien, je veux dire, à quelque part, on met notre rapport de force, puis regarde, si ça ne fait pas, c'est just too bad. Mais je veux dire, là, en leur ouvrant 5 ans, non. Ils ont 1 an pour s'adapter. C'est pas rare dans des conventions collectives ou dans des trucs. J'ai assez visité bien des pays dans le monde où quand tu y vas comme visiteur, regarde, attelle-toi. Donc, encore bien mieux dans notre pays. Moi, je pense que non. La transition 5 ans, moi, je suis contre, personnellement. Donc, tu es contre le renouvelable encore plus? Bien, mais ça se négocie même pas. Je veux dire, je comprends même pas qu'on en soit rendu là. Puis si on se fait chanter par des partis politiques, bien, c'est à nous autres de leur dire, on va vous le prouver le 9 décembre. Point final, on va aller en élection. Je veux dire, c'est beau négocier, mais moi, en tout cas, je ne suis pas à vendre. Quand je vends une maison, je la vends parce que je veux. Puis si le prix ne me fait pas l'affaire, bien, j'ôte ma pancarte. Je veux dire, c'est comme ça. On va peut-être me trouver radical, mais j'irai même plus loin. Je dirais que si on veut se doter d'un pays, il faut avoir le courage de nos opinions puis de porter nos culottes. Puis à quelque part, il faut être capable de dire, bien écoutez, on vous a élu sur ça, puis faites-les jusqu'au bout, puis si vous faites monter des bâtons dans les roues, bien je veux dire, c'est pas le pouvoir à n'importe quel prix. On va tout faire pour être réélu, puis on va tout faire pour que les gens comprennent. Ça ne veut pas dire des attaquer. C'est un droit fondamental d'avoir un pays puis d'avoir des lois, des règlements. Quand je vais en France, je suis comme un Français. Quand je vais en Italie, bien, je suis comme un Italien. Puis je veux dire, quand je suis au Québec, bien, je suis un Québécois. On parlait tantôt de la loi 101, qui rime. Elle est tellement diluée. Je veux dire, c'est même pas rare qu'on se fait apostropher à cette heure en 3, 4, 5 langues. J'ai rien contre. Loin de là. Je veux dire, c'est une culture d'avoir 2 langues, 3 langues. Quand je vais à l'extérieur de mon Québec,
je le parle l'anglais. Mais chez nous, j'ai le droit d'être traité en français n'importe où, dans n'importe quel quartier. Puis c'est la même chose pour les signes religieux ou la religion. Tant qu'à moi, la religion, c'est une affaire privée. C'est pas un commerce, là, mais c'est privé. Donc, si je vais dans un temple religieux, ben je paye, je m'arrange pour le financer parce que je suis un croyant, que ce soit n'importe quelle religion. Donc, l'espace public, elle appartient au peuple, quelle que soit leur religion. Donc, il n'y en a plus là, de compromis. Puis, je suis sûr qu'en mettant la balise du 5 ans, on va voir toutes sortes d'organismes, autant gouvernementaux, privés, puis ça va être le lobbyiste à pu finir, puis ça va être tellement dilué que ça n'aura même pas de bon sens. Portons nos culottes, puis à partir de maintenant, on dit au monde, regardez, là, on vous présente un projet de loi, là, puis c'est vivable. On est une société, on est capable, on les respecte, vos signes religieux, à l'extérieur. On est rendu à 8 heures de travail dans la fonction publique, c'est parfait. Je dirais que ça devrait être de même au travail, dans le privé. Pourquoi, moi, quand je rentre à l'usine, bien maintenant, je suis retraité, mais pourquoi que je suis obligé de vivre que mon confrère va avoir un accommodement, puis il va être, lui, le casque protecteur, il le met, mais il le met à moitié. C'est assez. Ben, pour ce qui est du privé, on s'entend qu'on va pas là. J'entends ton point de vue, Daniel, là, puis je suis pas ici, moi, pour censurer quiconque, mais vous comprenez que la proposition que nous faisons, elle se limite au cadre de l'État. Je vois pas... vous voyez déjà tout le débat que ça provoque. Je pense qu'on a déjà beaucoup de pain sur la planche avec la proposition que nous faisons. De toute façon... la question de la liberté religieuse et de la liberté de conscience dans la sphère privée, elle est protégée par la Charte des droits et libertés. Donc, il n'est pas question d'aller là. Autre... OK. Ben là, on va fermer la liste parce qu'il va y avoir des frustrés. Il va y avoir des personnes frustrées. Bien, Marie-Paul. Oui. Alors, au début, il y avait tellement d'objections concernant le port des signes ostentatoires, l'interdiction, que, en tout cas, je me disais, fort probable que le gouvernement va céder parce que. Mais heureusement, qu'il y a plus de gens à présent qui se prononcent pour. Bon. Et j'espère qu'il y en aura encore plus. Mais moi, c'est concernant le crucifix à l'Assemblée nationale. M. Parizeau a dit que les évêques avaient ouvert la porte. Alors, moi, j'aimerais ça entendre les évêques se prononcer là-dessus pour qu'on arrête d'en discuter. Bon. La question du crucifix, elle est très délicate. Il faut trouver le bon équilibre également sur cette question-là. Parce que dans les faits, il y a beaucoup de gens encore qui y sont attachés. Et je pense qu'il faut respecter ça. Donc, il ne faut pas brusquer non plus un certain nombre de nos concitoyens pour qui ce symbole-là est encore important. Par ailleurs, il y a beaucoup de Québécois qui nous ont écrit pour nous dire, écoutez, repensez-y. Vous avez pris la décision de le laisser là. Vous vous appuyez pour le faire sur une motion qui a été adoptée à l'unanimité par tous les partis politiques en 2008. Ça, je vous le rappelle, on a oublié ça, là. Mais en 2008, tous les partis politiques ont voté pour maintenir le crucifix au-dessus du trône du président. Alors là, beaucoup de nos concitoyens nous ont écrit pour dire « On a pris acte de votre décision, mais on aimerait ça que vous y repensiez. » Alors, depuis ce temps-là, par respect, justement, pour l'exercice démocratique qu'on avait nous-mêmes demandé, mis en place, bien là, si beaucoup de citoyens nous disent vous devez y réfléchir, on n'a pas le choix que d'y réfléchir. Alors, on est là-dedans. Il faut trouver le juste équilibre, là-dessus comme sur le reste. Moi, j'ai pris acte de la déclaration, évidemment, de l'Assemblée des évêques,
Mais je trouverais ça contradictoire de me baser sur une déclaration de l'Assemblée des évêques pour prendre une position en cette matière. Je prends acte, bien entendu, de cette déclaration-là parce qu'elle est elle fait partie donc des contributions que l'Assemblée a décidé de faire à ce débat-là. Puis comme toutes les contributions, je respecte, moi, les différents points de vue. Puis je souhaite que les différents points de vue s'expriment, peu importe leur provenance. Alors, je ne peux pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en réflexion là-dessus. Et je vous dirais que c'est plus compliqué que ça en a l'air à première vue. C'est plus compliqué que ça en a l'air à première vue. Parce qu'il y a différentes dimensions qui se superposent les unes aux autres dans ce débat-là, sur cette question-là. Il y a les conditions qui ont mené à son arrivée en 1936. Il y a le fait que l'Assemblée, c'est le forum par excellence de la démocratie québécoise. Alors, la présence d'un signe religieux comme celui-là suscite beaucoup de questionnements, on s'entend. Il y a la question de la motion de 2008, votée par tous les partis. Alors, il y a toutes ces variables, je te dirais, qui font partie du portrait. Et on jongle avec tout ça présentement, puis on va arriver avec une proposition qui, on l'espère, va rallier le plus grand nombre. OK? Prochaine question. Puisqu'on argumente beaucoup en fonction de moments historiques où le crucifix a été placé là, et qu'on parle même de moments historiques au moment où l'Assemblée nationale a aussi voté à l'unanimité le maintien du crucifix, moi je pense qu'il y aurait un moment historique très légitime à accueillir, c'est-à-dire avec la proclamation de la charte à laquelle tu travailles présentement, à laquelle nous sommes tous associés. Je pense qu'il y aurait un moment historique pour justement remettre en question la présence du crucifix à l'Assemblée nationale. Et ça serait un moment historique d'en arriver à une réflexion qui aboutirait au retrait du crucifix, qui n'a plus sa place au-dessus du siège du président de l'Assemblée nationale du Québec. Moi, je trouve que c'est important d'en faire des moments historiques parce que la proclamation de la charte à laquelle vous travaillez présentement, ça va être un sacré bon moment historique dans notre histoire du Québec. Alors, il faut que cela soit aussi visible. Oui, une fois qu'elle est votée. Mais ça, on se prépare tous en fonction de ça. Bon, le crucifix, on y accorde beaucoup de valeur, peut-être à cause de ce que tu appelles le respect du patrimoine historique du Québec. Je ne sais pas si c'est ça, à ça que tu faisais allusion tantôt. Il y a beaucoup d'éléments qui font partie de notre patrimoine historique. Et je ne sais pas jusqu'à quel point le crucifix peut être un élément d'identité fondamentale de ce que c'est d'être un Québécois et d'habiter le Québec. Ça, je remets ça en question. On peut être Québécois sans nécessairement se courber devant le crucifix et sans le mettre au-dessus du siège de l'Assemblée nationale. Moi, je voudrais, en lieu et place du crucifix, proposer que, suite à l'adoption de la charte, que l'on inscrive en remplacement du crucifix quelques-unes des grandes valeurs sacrées de cette charte-là. Sinon, je dirais canonique, pour mettre ça entre guillemets. On n'aime pas le mot canonique, mais puisqu'on est toujours en train de frôler quelque part les toges des clercs et de l'Église, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, nous, des valeurs canoniques du Québec qu'on inscrirait au-dessus du fauteuil du président de l'Assemblée nationale? Et à Guy, d'exemple, dit inscrire le mot État laïque, inscrire l'égalité homme-femme, inscrire culture et langue française, justice sociale. Enfin, c'est des exemples que je donne qui vont certainement figurer dans notre charte qu'on est en train de revoir puis d'amender. Alors, si je veux être bref, là, en lieu et place du crucifix, place à mettre en valeur, on ne fait pas comme les Français, égalité, fraternité, etc.
On a toutes les raisons du monde, on a les mots pour le dire. Pourquoi ne pas les inscrire au début du fauteuil de l'Assemblée nationale? Moi, je le ferai sans scrupule. Je greffe quelque chose. C'est assez bizarre que présentement, personne ne remette en question ce qui est sculpté. Sans doute un artiste bien intentionné et bien payé à sculpter ce qu'il y a d'intégré au dossier de la chaise du président et où est-ce qu'on retrouve très facilement les signes de notre plus grande aliénation, celle de la couronne de la reine d'Angleterre. Avez-vous remarqué qu'elle est sculptée au fauteuil? Alors ça, là, si on... Je ne veux pas partir une croisade, mais Seigneur, ça, il faudrait s'en débarrasser un jour, puis c'est notre ambition de s'en débarrasser. Je ne veux pas inviter nécessairement le monde à mettre beaucoup de temps là-dessus, mais c'est important. Puis, juste pour terminer, puisque je peux dépasser mon temps, la clause dérogatoire. Je trouve qu'on n'y fait pas attention suffisamment comme étant un droit que l'on a, nous, de la proclamer, la clause dérogatoire, ce qu'on appelle non-obstant aussi, si jamais on veut nous traîner devant la Cour suprême à cause de certaines clauses de la Charte. Il ne faut pas hésiter combien ça va nous coûter d'avocats d'aller défendre notre cause devant la Cour suprême que l'on va perdre. Alors, il vaut mieux utiliser la clause dérogatoire. On va gagner en argent, on pourra mettre ça pour les fromagers. Et puis, finalement, ça serait beaucoup mieux de... faudrait en parler de la clause dérogatoire. On dirait qu'on a peur un peu d'affirmer nos droits jusqu'au bout. Alors, sur la question du crucifix, j'en rajouterai pas, Marcel. Il y a toutes sortes d'idées qui circulent. Là. Il y a la tienne, mais il y en a beaucoup d'autres également. Là. Il y a plein de scénarios. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui ont proposé le fleur de lys, d'autres ont proposé autre chose. Alors, ce que je te dis, c'est que ça fait partie de la réflexion. Pour ce qui est de la clause dérogatoire, nous, on ne sent pas le besoin d'utiliser, de recourir à la clause dérogatoire maintenant, parce que on pense que c'est au Parlement de décider de faire ce choix-là au nom des citoyens. On pense que le Parlement a toute la légitimité démocratique pour s'exprimer sur la Charte des valeurs et pour l'adopter, le cas échéant. Et puis, dans le fond, le principe que l'on défend là-dedans, c'est celui de la responsabilité démocratique et de la légitimité démocratique des élus de décider que les élus fassent leur travail au nom des citoyens. Et les tribunaux feront le leur par la suite si la loi est contestée. Mais que les élus se prononcent d'abord. Ces dernières années, on en est venu à se dire qu'est-ce que diront les juges, qu'est-ce que feront les juges. Mais avant de se poser la question qu'est-ce que feront les juges, il faut d'abord que les élus fassent leur travail. C'est aux élus de voter les lois. Alors votons. Et par la suite, les tribunaux feront leur travail et prendront leurs responsabilités et joueront leur rôle, qui est tout à fait légitime, bien entendu. Mais on n'est pas pour s'empêcher de légiférer à chaque fois qu'on craint la contestation d'une loi. À ce rythme-là, on va fermer les parlements. Bon. Alors là, on est devant un choix collectif. Est-ce qu'on veut, oui ou non, se donner ces règles-là? Décidons-le démocratiquement. Votons la charte. Et puis, par la suite, on verra bien ce qui se passera, là. Moi, je n'ai pas le goût de commencer à m'inventer des scénarios, là. Ce que j'ai le goût de faire, c'est qu'on décide, tout le monde ensemble, comme citoyens, est-ce que c'est ça qu'on veut, oui ou non? Pas est-ce que c'est ça que les juges accepteront, oui ou non? Est-ce que c'est ça qu'on veut comme citoyens, oui ou non? Décidons-le, et par la suite, l'histoire suivra son cours. Oui, bien, les adversaires politiques, qu'ils défendent leur position, nous, on défend la nôtre, puis jusqu'à maintenant, on ne s'en porte pas trop mal. Jusqu'à maintenant, on ne s'en porte pas trop mal. Pour ce qui est du patrimoine, finalement, garde, tu as raison de dire que la question du crucifix, elle amène d'autres questions sur d'autres éléments patrimoniaux et emblématiques.
du Québec. Et puis moi, j'ai déjà dit qu'il n'était pas question de rebaptiser les villages, puis que la croix du Mont-Royal allait rester là où elle est, puis que les croix du chemin allaient rester là où elles le sont, et puis que la croix du drapeau allait rester là également. Puis c'est un peu pour toutes ces raisons qu'on inscrit le patrimoine historique, là, qu'on l'inscrit formellement dans la charte. C'est pour envoyer un signal également, là, qu'il y a des choses là, auxquelles on tient, là, et qu'on n'a pas le goût de remettre en question et sur lesquelles on n'a pas le goût de reculer. Mais je suis d'accord avec toi, dans ce grand débat sur le patrimoine historique, le crucifix y occupe une place à part. À part, je suis d'accord avec toi. Alors, il faut y réfléchir pour on est là-dedans. Oui, moi, je veux faire un petit préambule et finir par une question qui est un peu différente du préambule. Moi, je suis un immigrant volontaire d'il y a 35 ans au Québec. Et en ce temps-là, volontaire, c'est-à-dire que j'avais aucune raison de venir ici, sauf l'attrait qu'avait la société pour moi. Et puis, j'ai vécu 35 ans au Québec et j'ai l'impression que cet attrait qui avait un caractère identitaire il y a 35 ans, plus fort qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut construire et probablement que nos députés n'ont pas construit grand-chose à part ce que vous avez cité là ces dernières années et que je pense qu'aujourd'hui, quand je parle avec mes collègues, malheureusement du milieu peut-être un peu plus intellectuel, l'identité québécoise s'est diluée ces dernières années. Elle est moins claire à identifier, elle est moins claire à décrire et c'est ce qui fait mon attachement à votre projet de loi. Il est très important, parce qu'on parle du patrimoine qu'il faut respecter, ce sont toutes des choses vraies, mais il faut surtout bâtir une société pour les jeunes. Les jeunes du Québec, mes descendants, il y en a 6, et ceux qui viendront un jour dans cette société attirés par quelque chose. Et actuellement, si on ne fait rien, eh bien, on est une société qui est en train de perdre son identité, c'est-à-dire qu'à peu près dans tous les caractères religieux, on l'a perdu, c'est pas trop grave, mais dans toutes sortes des caractères de la vie. Alors, ma question, elle est complètement différente. Maintenant, je me demande si vous n'avez pas d'autre voie, au bout du compte, que la voie législative normale de déposer une charte à l'Assemblée nationale dans les temps qui courent, où on a des partis d'opposition qui, de toute évidence, sont fuyants, c'est-à-dire qu'ils essaient pas trop, ils se prononcent parce qu'ils sont minimalement forcés de se prononcer, vous les avez forcés à se prononcer, mais qui aimeraient parler d'autre chose et qui, par conséquent, vont négocier avec vous et puis qui vont vous forcer à des compromissions, d'après moi, excessive, parce que ce qu'il y a là est tout à fait acceptable. Mais bon, c'est mon jugement. Par conséquent, y a-t-il d'autres voies d'imaginer qu'une charte comme ça puisse s'appliquer au Québec, je pense à la voie référendaire évidemment, sans passer par la voie législative normale? On n'en est pas là. Puis en fait, ce n'est pas envisagé. Moi, la voie dans laquelle je suis présentement, c'est la voie législative. Et évidemment, on prend acte du fait qu'il y a de la résistance. D'abord, il y a de l'opposition carrément, du côté de l'opposition officielle, qui a les moyens dans notre système parlementaire de bloquer n'importe lequel projet. S'ils décident de le bloquer, là, ils peuvent le bloquer quasiment ad vitam aeternam. La CAQ est plus ouverte, mais il y a 2 jours de ça, ils se réjouissaient très, très, très ouvertement des commentaires de la Commission des droits de la personne, ce qui m'a fait un petit peu douter de leur bonne volonté à faire adopter la charte, d'ailleurs. Quand j'entendais les porte-paroles de la CAQ dire « Bravo, excellente position de la Commission des droits », je me suis dit « Wow! Est-ce qu'ils sont vraiment sincères quand ils nous disent qu'ils sont prêts à discuter avec nous sur la question de l'encadrement des signes religieux? Disons que j'ai eu un petit moment de doute quand j'ai entendu la CAQ
se réjouir ouvertement de la position de la Commission des droits, d'autant plus que la Commission des droits rejette la position de la CAQ, comme elle rejette d'ailleurs la position des libéraux. Elle trouve que ça va trop loin d'encadrer les signes religieux, et les libéraux et les caquistes sont favorables à l'encadrement sur les signes religieux. Et la CAQ est favorable à certaines restrictions en matière de port de signes religieux. La Commission les balaie toutes les restrictions du revers. Alors, disons que j'ai eu un petit moment de doute sur la bonne volonté des partis d'opposition, et en particulier de la CAQ, de vouloir discuter sérieusement avec nous pour faire adopter la charte. Quand je les ai entendus cette semaine, là, en réaction à la position, au dévoilement de la position de la Commission des droits. Mais pour le moment, Bernard, on en est là. Encore une fois, je n'ai pas le goût d'épiloguer sur un éventuel scénario électoral. Moi, je ne suis pas là-dedans. C'est la patronne qui va décider de ça. Et le jour où elle l'aura décidé, on va vivre avec. Sur la question des écoles privées, écoutez, à un moment donné, c'est déjà... ce que nous proposons, c'est déjà très ambitieux. Le choix que nous avons fait, nous, c'est de ne pas assujettir les écoles privées là, au cadre que nous avons déposé, à la proposition que nous avons faite, à la charte. Donc, par contre, Marie Malavoie, la ministre de l'Éducation, n'a pas les bras croisés. Là. Il y a des difficultés qui se posent par rapport aux écoles privées religieuses, notamment en matière de respect du régime pédagogique. Et je te dirais que c'est par ce bout-là qu'on va le prendre. C'est par ce bout-là, donc, que Marie travaille. Elle veut s'assurer que des écoles qui reçoivent effectivement des fonds privés, des fonds publics, dis-je, jusqu'à hauteur de 60 % de leur financement, dans certains cas, en tout cas, respectent le régime pédagogique. Donc, il faut que les matières qui sont enseignées reflètent le choix collectif que nous avons fait d'exposer les élèves à certaines matières de base, le français, l'anglais, les mathématiques, la science, etc., etc. Donc, je te dirais que c'est par ce bout-là actuellement qu'on travaille le dossier des écoles privées, et en particulier des écoles privées religieuses. Madame Issélara. Oui, madame. Moi, c'était juste pour, si la charte, j'espère, soit acceptée, le premier travail serait à l'immigration. C'est eux, ce qui veut dire que si la charte est acceptée, les prochains arrivants vont savoir à quoi s'en tenir. Lorsqu'ils vont venir au Canada, ça va être clair et net. Les exigences, ils vont savoir ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, un immigrant qui rentre ici n'a pas du tout les règles que vous voulez établir. Alors, je pense que si ça, c'était clair, ça vous aiderait à l'immigration, que quelqu'un qui rentre au Québec, il sait à quoi s'en tenir et pour les écoles et pour le travail. Alors, c'est un bon point. Moi, je pense qu'effectivement, la charte clarifierait, je dirais, les règles d'accueil. Et j'irai plus loin que ça, ça clarifierait le contrat social. Hein? Dans le fond, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de clarifier le contrat social. Et donc, je suis d'accord avec vous que dans la sélection des néo-québécois, l'adoption de la charte pourrait nous donner, pourrait clarifier, dans le fond, les termes du contrat. Cela étant dit, chaque néo-québécois signe une déclaration sur les valeurs communes de la société québécoise lorsqu'il arrive au Québec. Ça, c'est Jean Charest qui a fait adopter ça. Et c'est assez instructif. Je l'ai ici, la déclaration, ça tient sur une page, mais ça dit notamment tous les Québécois, qu'ils soient natifs ou immigrés, ont des droits et responsabilités, peuvent choisir librement leur style de vie, etc., etc. Cependant, tous doivent respecter toutes les lois, quelles que soient leurs convictions. L'État québécois et ses institutions sont laïques. Et là, il y a une liste des valeurs communes. Alors, je vous lis seulement des extraits, là, je ne vous lis pas la déclaration au complet. Mais, valeurs communes, c'est écrit comme ça ici. Les principales valeurs énoncées dans cette charte qui fondent la société québécoise sont les suivantes. Le Québec est une société libre et démocratique. Les pouvoirs politiques et religieux au Québec sont séparés.
Le Québec est une société pluraliste, basée sur la primauté du droit. Les femmes et les hommes ont les mêmes droits, etc., etc. Alors, déclaration comprenant la portée et la signification de ce qui précède et acceptant de respecter les valeurs communes de la société québécoise. Je déclare vouloir vivre au Québec dans le cadre et le respect de ces valeurs communes et vouloir apprendre le français si je ne parle pas déjà. Alors là, ça arrive. Tous les néo-québécois ont signé cette déclaration-là depuis, je pense, 2008. Depuis 2008. Mais là, ce que vous me dites, dans le fond, c'est bien qu'ils la signent une fois qu'ils sont arrivés. Ce serait bien qu'ils en soient informés avant qu'ils arrivent. Quand on a des discussions, justement, et qu'on doit les sélectionner pour délivrer par la suite le certificat de sélection. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ça va clarifier les termes du contrat. Prochaine question. Monsieur Lafortune. Oui, bonjour. En fait, je vais aller rapidement. J'ai une question et un commentaire. En fait, la question, c'est plus technique. En fait, les médecins, techniquement, ne sont pas des employés de l'État, c'est des travailleurs autonomes qui reçoivent un contrat de l'État. Alors, je suis convaincu que vous avez des très bons juristes, mais j'espère juste qu'ils ont pris compte de ça pour que les médecins, évidemment, soient aussi assujettis à la Charte des valeurs québécoises. Excellent. Deuxième question. En fait, c'est plus un commentaire. Souvent, on se trouve débouté quand on reçoit l'argument central de M. Gérard Bouchard là, qui dit « Avez-vous des études sur le sujet? Avez-vous des chiffres qui vous prouvent ça? » Puis moi, une chose que j'aurais aimé pouvoir lui répondre à ce M. Bouchard, puis à tous ceux que j'entends dire ça, c'est « Laissons la science à sa place. On ne fait pas des lois, on ne se donne pas un projet de société pour des raisons scientifiques. C'est un projet qui est politique. En démocratie, la majorité choisit entre des conceptions toutes légitimes du vivre ensemble. Puis c'est les gens qui ont voté pour le Parti québécois, en sachant très bien que ça allait en faire partie de ce qui allait être proposé, ont choisi ce parti-là. Alors, ceux qui disent qu'on doit seulement se fier à la science ou aux chiffres pour pouvoir adopter des projets, remettent en question le principe même de démocratie. Alors ça, j'aurais aimé ça, pouvoir répondre ça à M. Bouchard cette fois-là. Merci beaucoup. Madame? Ah oui. Félicitations, Bernard. Je suis très fière de mon député. Moi, là, j'ai été commissaire d'école 16 ans. Il y en a plusieurs qui le savent. On s'est battu pour avoir pas de religion dans les écoles puis tout ça. Moi, j'ai des petits-enfants, puis je ne voudrais pas qu'ils soient renseignés sur des religions. On n'a pas besoin de religion. Puis quand vous parlez de patrimoine, pensez une chose. On a eu un patrimoine, c'est vrai, religieux, très dominateur, très dominant pour tout le monde. Puis les religions ont été inventées par les hommes, il ne faut pas perdre ça de vue non plus. Puis, non, mais regarde, seconde. C'est vrai ce que je te dis. J'ai 75 ans, je le sais. Autre chose, le crucifix, la croix. Pensez-y 2 secondes. Si le Christ était mort pendu ou électrocuté, qu'est-ce qu'on aurait sur le mur? Une chaise électrique ou une potence? La croix, c'est un instrument de torture, Bernard, un instrument de torture. C'est vrai? Non, écoute, pensez, fermez-vous les yeux un peu, là, puis imaginez 30, 40 hommes, des beaux mâles, installés sur une croix, qui devaient crier, pleurer, gémir, puis perdre tout leur sang. Le Christ n'était pas tout seul s'il était là. Il y en avait 50 autres qui étaient là. Pensez-y à ça. Et ta question? Ma question, c'est, je ne veux pas de religion dans mes écoles, dans l'État, nulle part. Je ne veux pas que mes enfants soient confrontés à ça. On n'a pas besoin de religion pour être bien, pour avoir la charité. La charité, ce n'est pas religieux. On n'a pas besoin. Tu comprends-tu? Oui, je comprends. Merci. Puis la religion, c'est pas musulmane, la religion, c'est la religion islamique. Et c'est l'islam, la religion. Oui. Les musulmans la pratiquent. Oui. Et j'ai déjà demandé à un musulman, je ne savais pas qu'il était musulman, j'ai demandé d'où il venait, comme ça. Il dit, je suis un musulman. J'ai dit, tu viens de Musulmanie? Belle place. Oui. Alors, il ne faut jamais perdre de vue que c'est la neutralité religieuse concerne toutes les religions. Bon, pour ce qui est des écoles, moi, je suis très sensible à ça. Les écoles, je dirais les enfants en particulier, là, de façon générale. Moi, je pense que
C'est très, très, très important que ceux et celles qui travaillent auprès des enfants n'influencent pas leur position d'autorité pour influencer de quelque façon que ce soit les enfants en matière religieuse. D'abord parce que c'est pas la place. Deuxièmement, c'est contraire à la responsabilité, je pense, d'un enseignant ou d'une enseignante. Tu n'es pas là pour manifester ta religion, tu es là pour enseigner. Et pendant que tu es en présence des enfants, tu devrais garder pour toi tes convictions religieuses. Tu ne peux pas les oublier, tu ne peux pas les mettre de côté. Hein? Tu ne peux pas cesser de croire en Dieu pendant que tu travailles, mais tu devrais garder pour toi tes convictions religieuses. L'autre argument également, c'est que il faut respecter la liberté de conscience et de religion des parents aussi. Et le choix qu'on a fait, nous autres, au Québec, c'est que l'éducation religieuse relevait d'abord et avant tout de la famille, relevait d'abord et avant tout des parents. C'est ça le choix qu'on a fait. La question religieuse, c'est à la maison qu'elle se règle. C'est la responsabilité des parents. Et quand on laisse notre enfant dans une garderie ou dans une école primaire ou secondaire publique, ce n'est pas pour que notre enfant soit exposé à telle ou telle religion. Et c'est pour ça, au nom de cette neutralité religieuse, que la charte prévoit que les convictions religieuses, on doit les garder pour soi, dans les gestes que l'on pose, mais également dans l'apparence que l'on projette pour les autres. Voilà, c'est tout. Non, je peux pas, cher. Je peux pas. On va après, cher. Oui. Je vais être très bref. Monsieur Drainville, il y a deux éléments que vous avez soulevés auxquels je souscris énormément. C'est que cette notion d'équilibre me semble très importante. Et aussi beaucoup réfléchir. Surtout à l'égard des deux points qui ont été les plus fréquemment soulevés, celui du crucifix et celui du retrait. À cet égard, moi, je verrais, puis je vais être bref là-dessus, là, je n'élaborerai pas beaucoup, c'est dire que le crucifix, il y a quand même une notion de contradiction par rapport au maintien du crucifix en même temps que l'État va proclamer sa neutralité. Hein? Il y a une apparence de contradiction. Alors pour moi, ça devrait être accompagné, ça, d'une proclamation qui dit ceci. Tenant compte que l'État doit envoyer un signal très fort de la neutralité et en même temps, il veut respecter son patrimoine, nous allons trouver à l'Assemblée nationale un endroit privilégié pour déplacer le crucifix. Par contre, dans tout notre patrimoine bâti, nos hôpitaux historiques ont été fondés par des femmes. Si je pense à Notre-Dame, par exemple, on n'ira pas enlever le crucifix à l'accueil. Donc, dans tous les autres endroits publics historiques, les signes ostentatoires, physiques, vont être respectés et maintenus à l'égard de l'historique. Alors, pour moi, c'était comme une proclamation à deux volets. En ce qui concerne le retrait, on a réussi à déconfessionnaliser le réseau de l'éducation, même du côté anglophone. Et il n'y a pas eu de demande de retrait. Et pourquoi est-ce qu'on accorderait un statut particulier aux municipalités et aux institutions de haut savoir qui voudraient se retirer du projet? Alors, j'ai bien entendu ce message. Et encore une fois, ça alimente notre réflexion. Et visiblement, vous avez fait votre réflexion. Vous avez remarqué jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je trouve que les interventions sont d'un très bon niveau. Hein? Visiblement, plusieurs d'entre vous avez cheminé, puis vous avez vous autres aussi, vous vous êtes livrés à votre propre réflexion. Alors, je trouve ça très bien. Il en reste combien, mon cher Stéphane? 3 personnes. Alors, vous permettez qu'on y est midi, mais on va finir les 3 personnes qui restent, OK? Quand j'entends souvent le mot xénophobe. J'entends souvent le mot xénophobe. OK. Moi, je trouve que c'est un mot qui vient me chercher parce qu'on parle toujours de femmes musulmanes. Fait que veut pas, entre femmes, ça vient nous chercher, puis ça l'embarque d'autres groupes. Pourquoi, si j'avais une petite croix ici, là, vous diriez pas, garde la dame catholique, la femme catholique, la femme musulmane, mais pourquoi vous employez toujours femme musulmane? Pourquoi pas une Québécoise?
Ah, mais moi, j'utilise toujours les mots. En général, je dis québécoise de confession musulmane ou québécois d'origine maghrébine. En général, ce sont les deux. Une Québécoise catholique. Non, mais sur la question des signes, en général, quand les gens m'interpellent sur le voile, je ne répondrai pas en parlant des personnes de confession chrétienne ou catholique. Quand on m'interpelle sur le voile, l'expression que j'utilise, en général, c'est les Québécoises de confession musulmane, quand on parle du voile, ou plus généralement, les Québécois d'origine maghrébine. C'est les deux expressions que j'utilise, et ce n'est pas pour rien que je les utilise. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire. Ils sont québécoises. Ça, c'est la première chose. Parce que le principe d'égalité dont je parlais tout à l'heure, ça inclut également le fait que tous ceux et celles qui vivent au Québec sont des Québécois. Peu importe d'où nous venons. Peu importe qu'on soit de la 14e génération ou de la première, on est tous des Québécois. Moi, c'est ce que je dis à mon fils Mathis. Mathis, moi, je l'ai adopté. On l'a adopté, Mathis, il vient de la Corée. Alors, on a eu 2 enfants bio, Lambert et Rosalie. On en voulait 3, on a perdu le 3e. Alors, on a adopté Mathis. Alors, Mathis vient de Corée du Sud. Alors, Mathis, il a 9 ans. Alors, il y a une couple d'années de ça, Mathis est autour de la table à un moment donné, puis il me dit, moi, papa, il dit, je ne suis pas Québécois, moi, je suis Coréen. Hein? Vous autres, vous êtes des Québécois, mais moi, je suis un Coréen. Je dis, non, Mathis. Je dis, on est tous des Québécois autour de la table. Je dis, Lambert et Rosalie sont des Québécois d'origine française, puis toi, tu es un Québécois d'origine coréenne. Mais on est tous des Québécois. Alors, le point de départ, donc, on est tous des Québécois. Par la suite, tu peux préciser, soit par la filiation confessionnelle, on pourrait dire une Québécoise de confession musulmane ou un Québécois de confession juive, ou tu peux le faire par la région géographique dont la personne est issue. Alors, très souvent, je vais dire les Québécois d'origine latino-américaine, des Québécois d'origine haïtienne, des Québécois d'origine maghrébine, les Québécois d'origine asiatique, comme Mathis, un Québécois d'origine asiatique. Mais je prends toujours la peine, de façon générale, de dire ce sont d'abord et avant tout des Québécois parce que je trouve ça fondamental dans le débat que nous avons, qu'il faut d'abord préciser que nous sommes tous égaux les uns avec les autres. Est-ce que vous avez fini votre question? Oui, vous êtes la seule. C'était la seule? Non, vous êtes la seule parce que dans les médias, on entend toujours « femme musulmane ». C'est toujours mis, l'accent est mis sur la femme musulmane. S'il y avait des conseillères, admettons Longueuil, une juive, une musulmane, est-ce que ce serait la conseillère juive, la conseillère musulmane? Je suis d'accord avec vous. Il faut d'abord préciser l'appartenance à la société québécoise. Oui. Je suis d'accord avec vous. Oui. Je vais reprendre certains mots que vous avez dit pour apporter mon commentaire qui va être assez bref. Vous avez parlé tantôt de blocage qu'il pourrait y avoir à l'Assemblée nationale. Je pense, moi, que le but principal pour tout le travail que vous faites pour les Québécois et les Québécoises, c'est de faire voter cette charte-là. Et j'ai l'impression, c'est une impression, j'ai l'impression que pour la faire voter, il va falloir rester ouvert. Quitte, s'il le faut, les mois ou les années qui suivent, à apporter certaines modifications. Alors, je suis peut-être un peu moins radical que certains, là, mais je pense que l'ouverture à la population en général et aux partis politiques à l'Assemblée, c'est très important. Merci. Je suis un homme ouvert. Et je l'ai dit, je l'ai redit, mais cette ouverture ne doit pas nous mener à vider le projet de son contenu. Alors, il y a une ligne d'équilibre qu'il va falloir trouver éventuellement. Mais je vais vous dire, nous, plus l'appui des Québécois sera fort à la Charte, meilleur sera notre rapport de force quand on arrivera à la table de la discussion. Juste une annonce. Ah, non. Bonjour tout le monde. C'est juste une annonce que je voulais vous faire et peut-être ajouter un concept pour notre ami Bernard, notre député, notre ministre. C'est que les 80% de musulmans qui sont au Québec ne sont pas tous pratiquants, hein, mais
nous nous désignons comme étant de culture musulmane. Donc nous sommes maghrébins de culture musulmane parce qu'il y a aussi des maghrébins qui sont de culture chrétienne et judéo-chrétienne. Alors, pour l'annonce, je vais vous inviter à faire un petit voyage samedi prochain, le 26, à 13h, pour vous rendre à la place des spectacles à Montréal, à la place des arts, pour soutenir cette charte des valeurs québécoises. Il faut être nombreux et nombreuses. Merci. Ne venez pas seul. Essayez de ramener avec vous quelques personnes, vos proches, vos amis. Invitez tous ceux qui sont à Longueuil à faire ce petit voyage de 10 minutes jusqu'à la place des Arts et d'être nombreux et nombreuses pour la soutenir. Merci bien. Merci beaucoup, Ferid. C'est tout? Alors, écoutez, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je sais que je peux compter sur vous. J'aimerais ça, que si certains d'entre vous avez du temps à donner, si vous avez le goût de nous aider, si vous avez le goût de faire partie de notre organisation, puis qu'on ait votre nom sur la liste des bénévoles pour la suite des choses, j'aimerais ça que vous laissiez votre nom avant de partir, OK? Parce que c'est avec des gens comme vous qu'on va pouvoir continuer à travailler dans le comté. Et puis, c'est la meilleure façon de se préparer à toute éventualité que d'avoir une bonne organisation. Alors, laissez votre nom, s'il vous plaît, si vous avez le goût de nous donner un coup de main dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, peu importe. J'aimerais ça que vous vous manifestiez. Je sais que plusieurs d'entre vous l'avaient fait par le passé, mais prenez pas de chance, laissez votre nom. L'autre chose que je dois vous dire, puis je n'ai pas le choix que de vous le demander, vous savez qu'avec le nouveau système de financement des partis, on a droit jusqu'à 100 $. Vous n'êtes pas obligé de donner 100, ça peut être 50, ça peut être 20. Mais si vous n'avez pas fait votre contribution cette année, on apprécierait vraiment beaucoup qu'avant de partir, vous vous manifestiez. Si vous n'avez pas de chèque avec vous, pas de carte de crédit, faites-nous signe. Laissez votre nom à qui va être à toi? Tu veux que je te les envoie à toi? OK. Bon, ben alors, venez voir Stéphane, puis il va prendre en note votre nom, puis on va vous rappeler plus tard, puis soit on ira chercher le chèque ou on enverra les membres de l'exécutif, que ce soit Jacques ou les autres, là, on enverra quelqu'un chercher votre chèque. Mais on a encore un petit bout à faire pour atteindre notre objectif de financement. Il nous manque encore, on est rendu à peu près à 80% de l'objectif, mais il nous manque encore, je dirais, il faudrait trouver une trentaine de 100 piastres. Hein, c'est à peu près ça, une trentaine de 100 piastres que ça nous prendrait. Alors, si vous avez le goût de faire un petit bout aussi là-dessus, ça nous rendrait service. Je veux juste dire en terminant, je veux vous dire merci d'être là. Je veux remercier les membres de l'exécutif de Marie-Victorin, qui sont des gens extraordinaires. Jacques Séminaro, qui est le président, qui est juste là. Jacques, veux-tu lever la main, s'il te plaît? Alors, je ne vais pas les nommer en ordre d'importance, là, mais je veux les nommer. Il y a Roland qui est juste là, Roland Levasseur, qui est membre de l'exécutif également. Il y a Daniel Beauchesne, qui a été un grand entrepreneur dans le domaine de l'audiovisuel au Québec, qui a fondé une superbe entreprise, qui était un ami et qui a accepté de se joindre à l'exécutif également. Alors là, il y en a d'autres, le membre de l'exécutif. Quoi? Bernard Thérault. Bernard, c'est une vieille branche par excellence. C'est un gars qui a fait un travail extraordinaire depuis qu'il est là. Je veux saluer également Jean-Sébastien, qui est un nouveau membre de l'exécutif, qui fait un travail exceptionnel de mobilisation. C'est un gars... Bon, je ne vais pas vous raconter son histoire, il le fera vous-même, mais c'était le genre de gars qui était un peu blasé de tout, puis qui, à un moment donné, qui s'est secoué, puis il a dit, là, je vais arrêter de juste chialer, puis je vais m'impliquer pour changer les choses. Il a viré son... Je pense pas qu'il me chicanerait ou qu'il me chicanera de le dire, mais il a décidé de transformer son cynisme en énergie positive et idéaliste. Alors, je trouve ça extraordinaire. Depuis qu'il est là, il fait un travail vraiment fantastique. Y en a-tu d'autres membres de l'exécutif? Il y a des personnes aussi qui travaillent avec nous de plus en plus, comme Guillaume Lafortune là-bas. Là. Mine de rien, il est en train de faire sa résidence pour être... c'est quoi? Neurologue?
Bon, alors c'est pas pire, on a un neurologue dans la place, là. Bon, puis je veux remercier également les personnes qui ont travaillé là, pour préparer le petit goûter d'aujourd'hui. C'est pas arrivé par la grâce du Saint-Esprit, cette affaire-là. Là. Alors, Raymond Dallaire, Denise Boisclair, Denis Cloutier, Annette Boisvert, André Terrien, François Morin, merci beaucoup de nous avoir... Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je pense pas. Je pense pas. En tout cas, si je l'ai oublié, considérez-vous remercié. C'est très apprécié. Et finalement, je salue les membres de mon équipe, de ma très chère équipe. Alors, il y a celle, entre les deux là-bas, celle qui fait la mascotte, là, ça c'est Amélie, qui est en congé de maternité. On est content de revoir Amélie avec le bébé. Et entre les deux, il y a Catherine et il y a Diane, mes deux anges du bureau de comté, qui assurent une présence extraordinaire dans le comté, une présence très humaine, très proche des gens. On est réputé pour ça, le bureau de comté. Là, on est très proche de notre monde, puis on les aide. Et puis, il y a évidemment mon conseiller politique, Stéphane Jolicoeur également, qui est membre de l'équipe. Alors, heureusement qu'ils sont là, car je ne serais pas ce que je suis, je ne ferais pas surtout ce que je fais si je n'étais pas entouré de toute cette formidable équipe. Alors, merci infiniment. On ne lâche pas les gens de Marie-Victorin. On est bon, puis on continue. Salut, bon après-midi. Alors, n'oubliez pas, là... Au cégep, ça dépendait de la journée. Comme un bonhomme engagé, sérieux, généreux,